et dans leur évolution. Et autant de porte-parole, scientifiques, politiques, qui se relaient au quotidien dans les médias pour en tirer leurs conclusions. L'objectif de cette conférence de presse, il est clair. Je veux vous donner en transparence les informations pour vous permettre de saisir les enjeux du moment, avec ses certitudes, ses incertitudes, et pour que vous puissiez comprendre par vous-même ce qui fonde les décisions qu'il faudra prendre dans les prochains jours. Je vais pour commencer vous décrire l'épidémie telle que nous la voyons actuellement dans le pays. Je ne rentre pas dans des listes de chiffres trop complexes, mais sachez que tout est disponible et actualisé sur le site de Santé publique France, ainsi que du ministère des Solidarités et de la Santé, et mis à jour quotidiennement. Nous ne sommes pas, à proprement parler, dans une vague épidémique. Une vague, c'est quand le virus se diffuse de façon exponentielle, comme au printemps dernier, et qu'il emporte tout sur son passage. Mais le virus circule à un niveau élevé, il diffuse, et il diffuse plus vite chaque semaine. Nous sommes, vous le voyez sur la courbe qui apparaît sur votre écran, nous sommes sur un plateau montant. Un peu plus de 20 000 cas positifs diagnostiqués chaque jour, c'est beaucoup. C'est moins que les 50 000 cas de la vague de l'automne que nous avions par jour, mais cela reste à un niveau élevé. Et quand on regarde la tendance, cela augmente d'environ 10% par semaine, en moyenne, depuis 3 semaines. Donc nous faisons le constat que le virus circule beaucoup et qu'il circule un peu plus chaque semaine. S'il y a un mois encore, on constatait une grande différence entre l'ouest et l'est du pays, l'est étant le plus touché. Aujourd'hui, la dynamique épidémique s'est progressivement équilibrée. Vous le voyez sur la carte. D'un côté, là où nous avons mis en place un couvre-feu à 18h très tôt, au tout début du mois de janvier, il y a d'abord eu un effet réel de baisse de la pression épidémique, puis une stabilisation. Dans le reste du pays, là où il n'y avait pas de couvre-feu au tout début du mois de janvier, l'épidémie a été un peu plus forte ces dernières semaines. Ce qui veut dire que, globalement, le couvre-feu à 18h a une efficacité. Probablement a-t-il permis que nous évitions de connaître la même vague épidémique que nombre de nos voisins, mais à l'évidence, cette efficacité s'estompe et à l'évidence, cela ne suffit pas à faire reculer le virus, j'y reviendrai. Vous le savez, les décisions que nous avons prises depuis 1 an ont toujours été fondées sur un critère sanitaire, c'est-à-dire sauver des vies, éviter des cas graves et limiter le plus possible la saturation de nos hôpitaux et des services de réanimation. Pendant plusieurs semaines, à l'issue du second confinement, nous avons constaté que semaine après semaine, il y avait moins de patients qui entraient à l'hôpital que de patients qui en sortaient guéris. Nous sommes donc passés de 5 000 cas en réanimation à environ 2 500 au début de l'hiver. Ensuite, pendant plusieurs semaines, il y a eu un bilan entrée-sortie à l'hôpital neutre, c'est-à-dire qu'il y avait autant de patients qui étaient admis à l'hôpital et en réanimation que de sorties. Mais un bilan neutre à niveau élevé, puisqu'avec toujours au minimum 2 500 patients en réanimation pour du Covid et un peu plus de 24 000 patients en service d'hospitalisation pour du Covid. Ça reste beaucoup pour nos hôpitaux et d'ailleurs, plusieurs d'entre eux n'ont pas été capables de reprogrammer toutes les activités de soins destinées à des patients qui avaient besoin de soins hors Covid et qui avaient été déprogrammés. Ces 2 dernières semaines, la situation a encore évolué. Il y a désormais plus de cas graves qui nécessitent des soins à l'hôpital que de patients qui guérissent et peuvent en sortir. Ça veut dire que la pression sanitaire et la tension hospitalière augmentent à nouveau. 2 chiffres pour s'en rendre compte. 250 patients en moyenne sont admis chaque jour dans les réanimations en France. C'était 170 patients en décembre et jusqu'à début janvier. Plus de 3100 patients atteints du Covid se trouvent désormais en réanimation et plus de 27 000 en hospitalisation. Pour mémoire, il y avait, au moment où nous avons décidé du second confinement, près de 3 400 patients en réanimation, contre 3 100 actuellement, et 22 000 patients à l'hôpital, contre 27 000 actuellement. Mais à nouveau, au moment où le second confinement a été prononcé, nous étions alors dans une croissance exponentielle, une véritable vague épidémique, une croissance exponentielle du nombre de cas graves, du nombre de diagnostics et du nombre de décès. Comparé à la situation de cet automne, 2 paramètres sont à prendre en compte, 2 paramètres majeurs. Un paramètre positif d'abord, mais aussi un paramètre qui nous inquiète.
Le paramètre positif, c'est évidemment la vaccination des personnes vulnérables qui a commencé dans notre pays, qui se fait désormais à un rythme rapide, qui va produire des effets de protection, mais dont on sait qu'il prendra plusieurs mois compte tenu des doses disponibles. Le paramètre qui nous inquiète, ce sont évidemment ces variants du virus. Ils ont été identifiés en Angleterre, en Afrique du Sud, au Brésil. Ces variants sont plus contagieux que le Covid-19 classique qui sévit dans notre pays depuis 1 an. Ces variants circulent désormais dans le monde entier, ainsi qu'en France. Nous avons déployé tous les moyens diagnostiques dont nous disposons pour traquer ces variants, partout où ils sont identifiés, et pour briser les chaînes de contamination dès qu'elles apparaissent. Cela nous permet de gagner un temps précieux, un temps utile, en particulier pour vacciner les plus fragiles d'entre nous. Parmi ces moyens de diagnostic, il y a la mobilisation de toutes les plateformes de séquençage génétique du pays. Il y a l'utilisation nouvelle de kits diagnostiques en PCR multiplex, c'est-à-dire des tests PCR spécifiques qui détectent les variants chez des personnes qui sont positives au coronavirus. Il y a également ce qu'on appelle le traçage, le contact tracing, qui est encore plus serré, merci aux équipes des agences régionales de santé pour leur action déterminée. Il y a également la proposition systématique qui est faite à tous les patients qui sont isolés parce qu'ils sont positifs au Covid et aux variants, de recevoir la visite chez eux d'un infirmier ou d'une infirmière à domicile pour vérifier que les conditions sanitaires, mais également sociales, sont réunies, qui leur permettent de respecter les conditions de l'isolement, mais aussi pour proposer de tester au domicile tout l'entourage de la personne positive ou du cas contact. À ce stade, ce sont déjà plusieurs milliers de visites à domicile qui ont été lancées et le dispositif continue de monter en puissance. Je le disais, malgré tous nos efforts, les variants circulent activement en France. Au cours du mois de janvier, on estime être passé de quelques 500 patients environ par jour atteints de ces variants au début du mois de janvier, c'est plus élevé que ce que nous pensions, à plus de 2000 patients par jour atteints de ces variants actuellement. Essentiellement, c'est le variant découvert en Angleterre, le fameux VOC 2020, mais également, à minima, le variant d'origine sud-africaine, le 501YV2. Les enseignements que nous tirons des pays dans lesquels ces variants ont circulé plus tôt et plus fort que chez nous sont qu'ils sont susceptibles d'entraîner une vague épidémique très forte, plus forte encore que les précédentes, compte tenu de la forte contagiosité de ces variants. C'est le cas notamment, vous pouvez le voir, en Angleterre, mais plus récemment en Espagne ou encore au Portugal. Le fait que ces variants se propagent dans notre pays nous laisse penser que le couvre-feu et l'ensemble des mesures de contrôle en vigueur dans notre pays sont certes utiles, mais probablement pas suffisantes. Ce que nous voulons éviter, c'est une épidémie dans l'épidémie, qui n'est pas encore véritablement visible en France, mais dont tout nous laisse à penser qu'elle sera une réalité très vite et très forte si nous ne faisons rien. Ces variants, je les considère un peu comme des nouveaux virus, appelant de nouvelles mesures pour nous protéger. J'ajoute que les scientifiques et les laboratoires restent confiants sur l'efficacité des vaccins, raison pour laquelle il reste tout aussi important de poursuivre notre campagne de vaccination. Mesdames et messieurs, nous avons toujours agi pour préserver la santé des Français. Nous avons toujours pris toutes les actions nécessaires pour préserver l'économie de notre pays en parallèle. Nous savons les sacrifices demandés aux Français, les bouleversements occasionnés dans leur vie sociale, culturelle, éducative, sportive, familiale, professionnelle. Nous n'ignorons pas l'impact, les conséquences psychologiques réelles et que nous suivons au quotidien. Les Français font preuve depuis plus d'un an, ou près d'un an, d'un remarquable esprit de solidarité et de responsabilité. Nous devons tenir encore. L'État reste à vos côtés dans cette épreuve collective. Toutes les mesures nécessaires pour soulager, apaiser, protéger ont été, sont et seront prises. Je pense par exemple à l'annonce faite par le président de la République d'un chèque psy destiné aux étudiants. Je pense à l'envoi de 45 millions de masques gratuits par la poste chez 7 millions de Français aux conditions de vie plus vulnérables. Je pense au déploiement de nombreuses lignes d'écoute, à la mobilisation renforcée des psychologues. Nous devons aussi donner des perspectives aux Français, quelles que soient les mesures qui seront prises dans les prochains jours. Ces perspectives sont essentielles, elles porteront de l'espoir après des temps difficiles, et je suis convaincu que nous saurons les dessiner ensemble. Voilà, je vous ai présenté brièvement la situation sanitaire dans notre pays, avec, je le redis, ses certitudes, mais aussi ses interrogations, ses espoirs, mais aussi ses risques. C'est sur ces bases qu'une concertation
est lancé. J'y participerai dans quelques minutes aux côtés du Premier ministre, avec l'ensemble des représentants de la classe politique de notre pays, mais également les représentants des syndicats, du patronat, des collectifs d'élus, d'associations. Je vous remercie. Bonjour Monsieur le Ministre, Florian Tardif pour CNews Groupe Canal+. Vous avez réalisé récemment une étude sur 137 centres de vaccination pour l'étude notamment de la 6e dose de Pfizer. Une 6e dose a pu être extraite dans 86% des flacons, c'est-à-dire que 14 doses achetées, commandées donc par la France, sont perdues toutes les 600 doses. Est-ce que vous avez demandé au groupe Pfizer-BioNTech de revenir sur sa décision de considérer que chaque flacon contient 6 doses? On sait que, par exemple, nos voisins suédois ont décidé potentiellement d'arrêter des paiements en attente de clarification du groupe. De façon générale, il faut le savoir que la Commission européenne a passé des contrats avec un certain nombre de laboratoires. L'Europe a eu raison de le faire. Si nous avions été tributaires d'un seul vaccin, d'un seul laboratoire, comme certains pays lointains l'ont fait, peut-être n'aurions-nous pas pu commencer à vacciner nos populations. La diversité des vaccins est une chance. Et à l'heure à laquelle je vous parle, l'Agence européenne du médicament est réunie, qui doit, je l'espère, dans la journée, nous donner un verdict sur un nouveau vaccin, celui développé par AstraZeneca. Nous verrons quelles seront les conditions d'utilisation. L'Europe, je le disais, a passé des contrats fermes avec un ensemble de laboratoires, avec des prévisions de livraison de doses. Je souhaite évidemment que les laboratoires respectent leur partie du contrat et puissent livrer dans les meilleures conditions et les meilleurs délais l'ensemble des doses qui avaient été engagées. S'agissant du vaccin Pfizer, la question portait sur l'utilisation, la possibilité d'extraire une 6e dose dans un flacon qui était censé en contenir 5. Les autorités européennes ont donné leur feu vert, considérant qu'on était, dans la plupart des cas, en capacité d'extraire 6 doses. C'est le cas en France. Je vous confirme qu'en moyenne, sont extraites 5,9 doses par flacon. Donc c'est pas complètement 6, mais c'est pas 5 non plus. Et par ailleurs, Pfizer a fait face à des difficultés d'approvisionnement, de livraison, qui, vous le savez, ont été plus faibles la semaine dernière qu'elles auraient dû l'être, emportant des conséquences sur l'organisation d'un certain nombre de vaccinations qui avaient été prévues. Encore une fois, nous faisons tout pour que chacun puisse respecter sa part d'engagement, c'est essentiel. Bonjour, Céline Moncel, BFM TV. On sait que plusieurs scénarios sont sur la table aujourd'hui. Est-ce que vous plaidez pour un confinement souple comme à l'automne ou limité au week-end, ou bien pour un confinement très serré comme l'a évoqué Gabriel Attal? Et puis deuxième question, on sait que la circulation des variants, ça va peser très lourd dans ces nouvelles restrictions. Quand est-ce que nous aurons les résultats de la nouvelle opération de séquençage, et avez-vous fixé un niveau de circulation du variant britannique qui déclencherait un niveau de confinement plus strict? Pour votre première question, d'abord, j'ai émis des recommandations, des propositions. Nous avons échangé longuement hier, comme nous le faisons chaque semaine, autour du président de la République et du Premier ministre en Conseil de défense et de sécurité nationale. Ce que j'ai dit dans l'enceinte du Conseil de défense et de sécurité nationale a vocation à rester dans l'enceinte du Conseil de défense et de sécurité nationale. Je crois que nous avons à tous nous appliquer cette hygiène de fonctionnement. C'est aussi un cadre qui garantit la sécurité et la possibilité d'avoir des échanges qui sont libres. Vous comprendrez que je ne répondrai pas à votre première question. Sur la deuxième question que vous m'avez posée, qui portait sur est-ce qu'il y a un seuil de circulation des variants. Ce que nous regardons, c'est que nous avons des courbes, à nouveau, pour ça, de l'Institut de l'INSERM, qui permettent de suivre presque au quotidien, avec tous les moyens diagnostiques dont nous disposons et toute la mobilisation de la communauté scientifique, que je remercie pour ça, de suivre l'évolution du variant petit à petit. Alors, on a plusieurs méthodes. Vous avez cité la méthode qui est pilotée par le professeur Bruno Lina, virologue à Lyon, et qui effectue 2 jours par semaine un séquençage systématique quasiment de tous les tests PCR positifs. Pourquoi ? Parce que quand vous faites un test PCR classique, vous ne pouvez pas identifier s'il s'agit du Covid-19, du variant d'origine anglaise ou du variant d'origine sud-africaine ou d'autres types de variants. Et donc ça nous permet d'avoir une vision un jour donné des choses. Alors il a fallu quasiment 10 jours pour que l'équipe scientifique puisse absorber tous les premiers prélèvements qu'elle avait réalisés, nous permettant de savoir qu'il y avait 3,2% de cas de variants en circulation en France en date du 8 janvier. Vous voyez, je suis précis avec vous. Une étude est reconduite aujourd'hui et demain. Les résultats arriveront au fil de l'eau, seront consolidés dans les prochains jours. Mais il faut savoir, et c'est là que ça se complique, c'est qu'il y a des tests PCR développés par une plateforme qu'on appelle Thermo Fisher qui permet de suspecter qu'il s'agisse d'un variant.
Et dans un certain nombre de cas, ces suspicions sont confirmées en séquençage génétique. Et donc sur la base des milliers de PCR qui sont faites sur cette plateforme, on regarde l'évolution du nombre de suspicions. Et là, on voit que ça augmente. Et vous avez une troisième méthode, celle que nous déployons depuis ce week-end, qui a été validée très vite en France et en Europe, qui sont ces fameuses PCR multiplex, qui sont des PCR classiques, mais dont les kits de diagnostic permettent de savoir s'il s'agit d'un variant ou non. Et comme nous confortons l'ensemble de ces données, nous sommes capables de dire que, ce que j'ai dit tout à l'heure, indiqué tout à l'heure, nous étions sans doute à 504 variants par jour en France au début du mois de janvier, ou 8 janvier, et nous sommes désormais à plus de 2000. Donc ça permet de suivre la courbe évolutive des variants, ce qui permet de savoir que, à l'évidence, le couvre-feu ne permet pas d'empêcher le variant, en tout cas pas suffisamment, de se développer. Et si l'on suit la courbe de développement de ces variants, on peut rentrer dans un scénario à l'anglaise, à la portugaise ou à l'espagnole, dont vous avez vu les dégâts que c'était capable de produire. Donc c'est pour ça qu'on fait vraiment du contact tracing très étroit. Dès qu'il y a une suspicion de cas de variant, on isole, on vérifie tout chez l'entourage, on dépiste tous les cas contacts potentiels, on redouble encore de vigilance et d'efforts. Et ça, c'est un moyen aussi de freiner la diffusion de ces variants. Pardon. Monsieur le ministre, bonjour, Camille Collin pour TF1 et LCI. Comment expliquez-vous que le couvre-feu à 18h ne soit pas plus efficace? Est-ce que vous avez une idée, alors via peut-être une étude actualisée, je ne sais pas, du moment et du lieu ou des lieux auxquels se font les contaminations depuis le mois de décembre ou le mois de janvier? Est-ce que c'est toujours majoritairement en intrafamilial? Est-ce que ça se fait plus le week-end, en semaine? Est-ce que vous avez des détails là-dessus? Merci. Il y a des études qui sont menées effectivement par les scientifiques, je pense notamment au professeur Arnaud Fontanet, qui montrent les différents scénarios possibles de contamination. Il y a une contamination qui est difficile à éviter, entre guillemets, c'est la contamination en milieu familial. Quand vous êtes chez vous, que vous partagez le repas en famille, que vous ne savez pas que vous êtes porteur du virus et que vous risquez de contaminer d'autres personnes autour de vous. Il y a des contaminations qui sont liées à la pratique professionnelle, là où vous allez par essence brasser un peu plus de gens. C'est pour ça que le télétravail est extrêmement utile. C'est d'ailleurs l'une des mesures les plus utiles pour freiner la diffusion du virus. Il y a des conditions dans lesquelles on considère, et les scientifiques considèrent qu'on transporte moins, on risque moins de contaminer les personnes autour de nous, c'est quand on peut porter un masque. Confère le débat sur les transports en commun, un scientifique me disait qu'il y avait proportionnellement plus de contamination en covoiturage quand on porte pas de masque que quand on est dans le transport en commun et qu'on fait attention et qu'on porte son masque et qu'on reste à distance et qu'on a du gel hydroalcoolique. Donc c'est pour ça que le comportement de chacun au quotidien, à tous les moments de la vie, il permet de limiter les risques de diffusion du virus. Quant à vous dire, le couvre-feu, clairement il a eu un impact, j'en parle au passé, il a encore un impact, mais il n'est pas suffisant face aux variants. Si je devais résumer, si vous regardez la courbe des hospitalisations dans les 15 départements dans lesquels nous avons mis le couvre-feu à 18h le 2 janvier, donc le plus précoce, eh bien les hospitalisations ont été en baisse et sont en baisse. Donc ça veut dire qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Et je vous le disais, le couvre-feu, s'il n'était pas là, ma conviction personnelle, profonde, c'est que s'il n'y avait pas de couvre-feu, nous n'aurions pas un plateau comme celui que nous connaissons aujourd'hui, nous aurions une vague épidémique qui aurait déjà démarré depuis quelque temps. Encore une fois, donc ça veut dire que c'est utile, mais pas suffisant face aux variants, parce que le variant est plus contagieux, et donc il est capable de contourner les méthodes dont nous disposons actuellement. Pascal Morel. Monsieur le ministre, je rebondis justement sur ces questions d'hospitalisation que vous évoquez. On nous dit, enfin les enquêtes montrent que dans les structures hospitalières, la situation est dans le fond ambiguë. Il y a plus d'hospitalisation, comme vous le dites, mais que les réanimations finalement n'augmentent pas tant que ça. Alors, vous avez l'air de dire qu'il y a quand même des risques de saturation. Alors ma question est où et quand, à quelle échéance? Franchement, les hospitaliers eux-mêmes ne sont, de ce point de vue-là, pas toujours aussi inquiets, contrairement aux polémiques qui sont souvent tout à fait artificielles, qui se créent sur cette question-là. Je résume donc, des hospitalisations qui augmentent, mais des réanimations, pas tant que ça. Bon, si je voulais simplifier votre précision, vos précisions. Un chiffre, 3100 patients atteints de Covid en réanimation. 3100 patients atteints de Covid en réanimation. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Lorsque nous avons reconfiné au mois d'octobre, je le redis, il y en avait 3300 ou 3400. Donc on est presque au niveau aujourd'hui d'occupation des réanimations qui était celui de la France au mois d'octobre. La grande différence, je le redis, c'est que la dynamique n'est pas exponentielle, c'est vrai. Mais à nouveau, le nombre de réanimations augmente, c'est factuel. Je peux vous citer des exemples d'hôpitaux qui procèdent actuellement à des transferts de patients de réanimation au sein d'une région. C'est le cas notamment de Nice, qui est obligé de transférer des malades parce qu'ils ont trop de malades qui arrivent en service de réanimation. Je vais vous parler de la région Grand Est, de Bourgogne-Franche-Comté, où des hôpitaux font face à des fortes tensions dans les services de réa, dans les services d'accueil des urgences et des hôpitaux. Et nous ne sommes pas très loin d'envisager à nouveau de procéder au premier transfert de patients
interrégionaux pour soulager certaines régions. Nous sommes presque à 60% d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints de coronavirus. Donc non, la tension hospitalière, elle est réelle. 27 000 malades en hôpital, qui inclut les malades qui sont en rééducation. C'est ça, je pense, le sens de votre question. Oui, nous considérons qu'un patient qui est toujours hospitalisé en service de rééducation est un patient qui factuellement est toujours hospitalisé, puisqu'il n'est pas encore sorti de chez lui, et que les lits de rééducation sont précieux pour pouvoir soigner des malades, faire sortir des patients qui sont dans d'autres types de structures hospitalières. Et donc c'est l'ensemble de cette pression hospitalière dont nous tenons compte. Nous prenons la dernière question. Bonjour, Frédéric Prabonneau, France Télévisions. Le Haut Conseil à la santé publique a rendu public ce matin un avis où il dit que les soignants positifs, même asymptomatiques, doivent rester à l'isolement au moins 7 jours et qu'il ne doit plus y avoir d'exception. Est-ce que vous allez suivre cet avis ? D'abord vous dire que la règle, c'est qu'un soignant qui est positif au coronavirus, qu'il soit symptomatique ou non, c'est qu'il reste chez lui en isolement. L'exception, c'est que lorsqu'un hôpital est sous tension, on en parlait à l'instant, ou lorsqu'un établissement pour personnes âgées est sous tension, et qu'il faut du personnel soignant pour pouvoir soigner les malades, si le soignant est asymptomatique ou s'il est cas contact, dans ces situations-là, eh bien, il peut être proposé d'aller travailler en unité Covid, en portant un masque et en faisant attention. En unité Covid, parce que les gens ont déjà le Covid dans l'unité. Le Haut Conseil de santé publique nous dit limiter au plus possible ces situations-là. Nous l'entendons. Encore une fois, oui, il va même plus loin. Il nous dit éviter tout court ces situations-là. C'est une évidence. Enfin, je pourrais écrire exactement la même chose que le Haut Conseil de santé publique. Néanmoins, nous devons tenir compte des réalités locales liées aux situations propres à chaque service hospitalier. Donc nous travaillons avec le HCSP, nous travaillons avec l'ensemble des sociétés françaises dans le domaine de la santé pour trouver le moyen d'aller encore plus loin dans l'éviction des soignants lorsqu'ils sont positifs ou cas contact, de manière à leur permettre de garantir toujours le respect de l'isolement. S'il y avait des situations entre guillemets extrêmes, ou si un médecin asymptomatique, s'il ne vient pas, ne permet pas d'assurer des soins à des malades, forcément nous travaillons aussi à ce type de scénario. Mais je rappelle que la règle avant la recommandation du HCSP, elle est que quelqu'un, qu'il soit soignant ou non, quand il est positif ou cas contact, respecte l'isolement. Je vous remercie.